algunas de vosotras estuvisteis en la grabación del podcast que hicimos de Las hijas de Felipe en el Petit Palais de París. Las hijas de Felipe es solo un ejemplo de la riqueza y diversidad del podcast en español. El podcast como medio, como lenguaje, que no lo sabemos muy bien, y por eso está aquí Nina, ha tenido un auge destacable en los últimos años. A día de hoy se producen 500.000 de podcasts en español. Solo en 2023 se grabaron 3 millones de episodios en español. Este auge demuestra que es un soporte que gana peso e importancia en nuestros hábitos culturales. Y este club de escucha pretende de alguna manera guiarnos, orientarnos, incluso iluminarnos en esta maraña casi infinita de la creación sonora. Hemos querido enfatizar también la acción colectiva de escuchar como antídoto o equilibrio a esa otra acción hiperpresente y no siempre bien intencionada, que es hablar, que es expresar, mientras las redes sociales se llenan de expresiones de odio, de demagogia a veces. Nosotros os hemos querido invitar a escuchar juntos como método de reflexión común. Lo hemos querido presentar también en la forma de un club, porque nos parece que igualmente importante que es la escucha como medio de reflexión es también el colectivo. Un club en el que avancemos juntos, juntas, aunque guiadas, y en el que podamos compartir nuestras preferencias o descubrimientos. Solo hay un hombre. Interesante. Veremos luego la estadística que nos dice. Bueno, 2. Como habéis visto, os hemos solicitado la confirmación por email para una inscripción, para tener vuestros datos. Si alguien no se ha inscrito, por favor que lo haga. El enlace está disponible en la página web, porque será a través de ese enlace, de ese email que nos dais, a través del cual nos comunicaremos con vosotras. Nuestro club funcionará como el club de lectura que hay en este mismo centro. Nos reuniremos una vez al mes, el último miércoles de cada mes, y comentaremos una serie, una lista que os habremos pasado con anterioridad. Hemos hablado antes de cifras obscenas de producción, 3 millones de episodios en 2023. Esta cifra requiere una necesidad de orientación y para ello hemos pedido a Nerea Pérez de las Heras, que la conoceréis por Saldremos Mejores, que es un poco su podcast de actualidad más famoso ahora, que nos guíe. Nerea será la comisaria de esta edición de 2025 y será ella quien nos sugiera una temática para cada mes, ejemplos de los dos lados del Atlántico y un episodio en concreto para que analicemos y comentemos. Igualmente, el club tendrá espacio para vuestros descubrimientos, podcast favorito, etc. Nerea está muy entusiasmado con la idea y seguro que se presentará por el club, aunque sea a través de un Zoom o en formato digital. Para abrir nuestro club y de alguna manera para enmarcarnos en la reflexión que guiará las siguientes sesiones, hemos querido invitar a Nina Cohen a que comparta con nosotros, que está aquí, a que comparta con nosotros su marco lógico de ecosistema podcastiano. Nina es profesora de mediación cultural en Nanterre y fue directora y fundadora, y por eso está aquí, del Paris Podcast Festival, que fue, si no me equivoco, el segundo del mundo y fue pionero en la elaboración de teoría en torno al podcast. Ella nos va a dar un poco una visión general y nos va a enfocar para entender lo que se ha desarrollado sobre el mundo podcastiano. Nina va a dar su charla en francés, porque no quiere hablar español, que bien podría. Muchas gracias, Nina, por haberte prestado a esta interacción con nosotros y por abrir el club. Eh bien, bonjour, enchantée. Voilà qui je suis. Donc, on a une petite heure ensemble pour que je vous raconte un petit peu comment se passe, ce que c'est le podcast et comment ça se passe l'écosystème français, sachant que c'est assez différent entre les États-Unis et la France, mais on pourrait voir des similitudes sur les écosystèmes européens, en tout cas sur ce qui est, voilà, que c'est autour de ce média émergent, voilà, depuis quelques années. Donc je pense vous pourrez trouver, vous, des similitudes au fil du club d'écoute avec l'écosystème espagnol. Donc, comme le disait Eduardo, voilà, moi j'ai été pendant 4 ans directrice du Paris Podcast Festival, dont je vais vous parler un petit peu plus après, qui était donc un événement, qui est
parce que voilà, il y a une instabilité financière, mais en tout cas, qui est un événement grand public et professionnel qui célèbre le podcast, comme son nom l'indique. Aujourd'hui et depuis peu, je suis maintenant directrice d'un centre Paris Anime, enfin directrice adjointe d'un centre Paris Anime, et par ailleurs, j'enseigne la médiation culturelle sous toutes ses formes, aussi bien autour du théâtre que du podcast aussi. Voilà. En gros, ce que j'ai prévu de vous raconter pendant 1 heure. Donc un petit peu, l'idée c'est qu'est-ce que c'est qu'un podcast, parce qu'on en parle, mais on va essayer d'explorer un petit peu ce que c'est. Qui écoute des podcasts ? Vous, évidemment, mais qui sont tous les autres ? Et parler un petit peu plus du Paris Podcast Festival, de l'écosystème français. Moi, j'ai donné plusieurs formations aussi à des professionnels des médias. Donc, c'est des formations où je rentre beaucoup plus dans le détail de comment on construit un podcast. Donc là, je vais vous faire un état des lieux. Évidemment, et je le dis maintenant, si vous avez la moindre question, même si ce micro et cette posture rend très officielle ma présence, enfin, évidemment, on est une dizaine, levez la main, prenez la parole et j'échangerai et je peux développer un sujet plus qu'un autre. Je suis pas partie pour vous développer énormément comment se fabrique un podcast de A à Z, mais si vous avez des questions, évidemment, j'y répondrai et avec tout le savoir que je peux vous apporter. Comment découvrir des podcasts ? Donc ça peut peut-être plus vous intéresser parce que vous allez certainement essayer de les découvrir à travers les mêmes plateformes, enfin à travers les plateformes que vous avez ici. Donc voilà, et si on a le temps, et ce serait super, peut-être vous faire écouter un extrait d'un podcast, en tout cas comme une petite initiation. Mais peut-être déjà, avant toute chose, savoir si vous en écoutez déjà. Est-ce que vous êtes familier ? Est-ce que... Voilà, familier, familière. Oui, plutôt. Des podcasts en général ? Oui, en général. Ok, tant mieux. Vous auriez pu ne pas du tout connaître et ça aurait été ok aussi. Ok, donc vous êtes un peu familier. Ok, super. Donc on va pouvoir aller plus vite peut-être sur certaines parties. Donc vous allez être incollable sur cette prochaine slide qui est « Qu'est-ce qu'un podcast ?» Alors là, j'ai précisé même « Qu'est-ce qu'un podcast natif ?» On en parlera peut-être après, mais déjà peut-être « Qu'est-ce qu'un podcast ?» Est-ce que vous avez des... Je ne vais pas vous évaluer, même si je suis professeur, comme on a dit. Il n'y aura pas... Une définition, on dirait son moyen de communication. C'est sûr. On dirait que c'est similaire, on voit les habitudes à la radio, Ouais. mais c'est pas en live. Ça dépend, Ouais. il y a des programmes en live, mais en général c'est déjà filmé. Donc c'est un concept comme la radio, mais on dirait qu'il est plus préparé ou pas en direct. Voilà. Alors, ta définition, dans tout ce que tu dis, non mais il y a plein de choses et en même temps, ça permet aussi de raconter toutes les ambivalences, parce que vous allez voir, je vais le définir, mais en même temps, il y a plein de choses, on peut le mettre dans des cases et on peut pas le mettre dans des cases. Donc le podcast, formellement, c'est un format audio qui est diffusé sur Internet. Au départ, qui est diffusé par un flux RSS, peu importe, mais en tout cas, au départ, le podcast, c'est simplement un contenu audio diffusé sur Internet. Donc, là, on va beaucoup en parler comme d'un nouveau média, d'un média émergent, etc. Mais initialement, le mot podcast peut simplement vouloir signifier que c'est un contenu audio qui est en ligne. Et d'ailleurs, là, on va rentrer plus dans le détail de la question du podcast natif, que je vais, moi, distinguer du podcast de rattrapage. Donc, dans podcast de rattrapage ou podcast de replay, c'est tous les podcasts qui sont liés à la radio. Moi, je ne vais pas nécessairement m'y intéresser sur cette présentation parce que c'est simplement en fait un médium pour qu'une radio puisse faire entendre à la demande ses contenus. Donc c'est finalement là où on reste sur la dimension du format qui va être simplement diffusé autrement et qui va permettre à tout le monde d'écouter des podcasts. Donc ça m'intéresse moins parce que finalement on va continuer à suivre un média traditionnel, la radio, qui existe depuis des centaines d'années et qui... Voilà. Ce qui va m'intéresser, c'est ce que je vais appeler le podcast natif. Et donc le podcast natif, c'est donc des émissions, des contenus sonores, enfin du contenu sonore qui est produit exclusivement en ligne et pour le web. Donc c'est conçu, là je me suis répétée, mais donc c'est conçu uniquement pour Internet.
Et c'est accessible par tous et toutes depuis un téléphone portable. Ce qui va m'intéresser, moi, c'est pas nécessairement cette question de format, c'est plus la liberté que ça peut engendrer. Et c'est tout ça qui va nous intéresser aujourd'hui et qui va vous aussi vous intéresser sur ces quelques mois, c'est qu'en fait, c'est un espace de liberté parce que c'est un espace nouveau de création. Donc, on s'est dit, et on l'a beaucoup dit au festival, que c'était une nouvelle culture de l'écoute. C'est une nouvelle façon d'écouter, et puis d'ailleurs tu le disais aussi. C'est une manière d'entendre un peu le monde autrement. Il y a beaucoup de gens qui font du podcast aujourd'hui en France, qui viennent des médias traditionnels et qui n'ont pas trouvé les espaces pour faire entendre leur voix. Des voix qui sont plus engagées, qui sont... Voilà. Donc, si on avait envie de définir, on pourrait dire que ça permet de faire écouter des créations qui sont plus libres, un espace qui est plus inclusif, qui donne la parole à tous et à toutes. Tout à l'heure, je parlais de lutte, voilà, ça peut être des luttes plus féministes, plus écologistes, et encore que, aujourd'hui, dans les médias traditionnels, ça commence à émerger. Donc cette distinction radicale, enfin il n'y a pas de distinction radicale entre la radio et le podcast natif, c'est important de le dire. C'est-à-dire qu'il y a des contenus qu'on va entendre, par exemple sur France Culture, qu'on pourrait entendre en podcast natif et inversement. C'est-à-dire que c'est quand même assez poreux comme limite, donc on n'est pas dans une radicalité, mais simplement, si on devait distinguer, on se dit que voilà, c'est un nouvel espace de parole et qui laisse plus de place au storytelling, dans le sens raconter des histoires à la première personne, au témoignage, le fait de parler au jeu, de faire entendre les anonymes aussi, c'est-à-dire c'est moins un média qui va être mainstream, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire entendre autrement l'intime. On a beaucoup entendu cette phrase dernièrement, et puis on l'a beaucoup entendu dans le podcast aussi, que l'intime devient politique. C'est vraiment, ça fait partie de la démarche globalement du podcast. Et en même temps, là, je vous raconte tous ces détails-là. Il peut y avoir des podcasts, et vous devez en voir passer sur vos réseaux sociaux, d'entrepreneurs qui parlent d'argent et qui ne sont pas dans cette démarche de récit intime, mais qui sont parfois dans des nouvelles manières d'interviewer. D'être dans l'intervieweur est moins... on va dire c'est moins vertical, c'est plus horizontal. C'est ah tiens, tu me parles de toi, bah moi je peux raconter une anecdote de moi. Chose qu'on n'aurait pas vue au JT, à la télévision, où c'est beaucoup plus vertical et où l'intervieweur s'efface complètement. Donc là il y a beaucoup plus ce partage. Voilà dans les grandes lignes ce qu'on pourrait mettre dans ce qu'est le podcast natif aujourd'hui. Et donc on va distinguer différentes catégories, et encore là, à chaque fois que je crée du cadre, finalement, on peut à chaque fois réexploser ces cadres-là, parce que c'est encore une fois très poreux. Parce que là, je me suis inspirée des catégories sur lesquelles on donnait des prix au festival. Donc, il y avait la catégorie documentaire. Dans documentaire, il y a le témoignage, il y a l'enquête, qui sont encore des choses qui sont très différentes. Les podcasts d'actualité, les podcasts de création documentaire. J'ai donné des exemples. Il y a par exemple un podcast à soi de Arte Radio. Un podcast à soi, c'est un podcast féministe, en l'occurrence j'en parlais tout à l'heure, qui va vraiment explorer un sujet sous différentes facettes, à la fois à travers la poésie, à travers la philosophie, à travers des paroles de sociologues, mais aussi des paroles de personnes, de vous et moi. Et c'est des épisodes qui sont assez denses, qui vont durer 1 heure, 1 heure et demie. Transfert, c'est un podcast documentaire aussi, documentaire dans le sens où c'est un podcast de témoignage. Ça, si vous écoutez déjà du podcast, c'est un format que vous devez connaître, c'est on va écouter pendant 40 minutes la vie de quelqu'un et on n'aura pas les coupes avec la personne qui interviewe. Ensuite, on avait choisi le nom de la catégorie de conversation. Et c'est important de pas dire que c'était important pour nous de pas dire que c'était l'interview, parce que justement dans le podcast on a davantage cette notion de conversation, parce que dans conversation il y a l'échange. Et tu parlais de faire collectif, être ensemble, on est vraiment là-dessus. Et aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, les podcasts, les durées vont varier. Là où une grille radio, en fait, à 9h, à heure pile par exemple, il faut qu'il y ait le journal. Alors que dans le podcast, on va se dire ah ben là c'était trop intéressant, en fait on en a fait un entretien de 1h30, ou bien on l'a fait en plusieurs épisodes. Il y a quand même beaucoup plus de liberté, même si évidemment pour pouvoir, on en parlera rapidement tout à l'heure, financer ces contenus-là, il faut aussi rentrer parfois dans certains formatages.
J'ai donné l'exemple de La Poudre pour les podcasts de conversation parce que c'est un peu Alors c'est un podcast qui s'est arrêté il n'y a pas très longtemps, mais il doit y avoir environ 200 entretiens, là encore féministes. Bon après moi c'est peut-être mon biais, donc je recommande aussi ce que j'écoute, mais La Poudre c'est Lorraine Bastide et elle est considérée comme une pionnière du podcast en France. Parce que justement dans sa façon de venir interviewer, interroger autrement, donner d'elle et être dans un échange beaucoup plus intimiste. Et il y a un autre podcast du même genre qui s'appelle Les couilles sur la table, peut-être que vous en avez entendu parler. Alors voilà, ce titre-là, il est assez frondeur, mais ça va aussi avec la dynamique du podcast. Et la journaliste qui en parle, elle dit, mais en fait, ce projet-là, je l'ai proposé à toutes les radios avant de pouvoir le faire en ligne et plus libre. Ensuite, les podcasts de fiction. Donc ça, c'est un endroit qui est en voie de développement. Ça coûte très cher de faire des fictions audio, mais il faut s'imaginer que c'est des créations qui peuvent être en 360. Voilà, c'est aussi un endroit de création, mais qui a été très investi par la radio. Je veux dire, France Culture sont très bons là-dedans. Et ils développent d'ailleurs aussi en version podcast, j'entends par là podcast natif. Donc il y a des choses qui se passent en fiction, aussi des choses qui se passent en autofiction. C'est-à-dire un croisement entre du témoignage à la première personne et alors est-ce que c'est la vérité, est-ce que c'est pas la vérité. Et ensuite, catégorie apprentissage, les Américains appellent ça du smart podcast, c'est-à-dire il y a une certaine catégorie de personnes qui, quand elles écoutent un podcast, veulent à la fin en savoir plus sur quelque chose, sur un sujet. Il y a des personnes, alors c'est pas du tout mon cas, parce que du coup, moi, si j'ai travaillé dans ce domaine, etc., c'est parce que j'ai un intérêt pour la création sonore et voilà, sur comment est-ce qu'on va travailler le son, etc. Mais il y a des personnes qui se disent, je fais mon footing, il dure une demi-heure, sur une demi-heure, je veux en savoir plus sur les bitcoins. Vraiment, je dis un truc qui est bien loin de moi. Et du coup, je vais écouter mon podcast en 1.5. Comme ça, c'est bien rentable. Et donc, tout le monde parle un petit peu en accéléré 1.5. Donc, comme ça, c'est vraiment de la rentabilisation du temps. Bon, il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Et ensuite, j'ai mis un exemple d'un podcast jeunesse. C'est quelque chose qui s'est beaucoup développé au moment du confinement. C'est avec toute cette démarche des boîtes à histoire, comment faire entendre le monde autrement aux enfants, les éloigner des écrans. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui marche super bien. Les podcasts pour les enfants, il y en a plein. Là, par exemple, c'est les petites histoires. Là, alors je vous l'ai mis à titre indicatif parce que je trouvais ça. Enfin, il y a quelques ouvrages sur le podcast, il n'y en a pas beaucoup. Celui-là, il date un petit peu, mais c'est une journaliste qui avait décidé une journaliste productrice qui a décidé d'essayer de les ranger un petit peu en se disant, il y a des contenus. Par exemple, je vous ai parlé d'un podcast à soi. Vous voyez, il est tout là-bas à gauche. Il est dans la catégorie très produit. C'est parce que, je vous ai dit, c'est à la croisée de plein de sujets. Et de l'autre côté, on va avoir Vlan, c'est un podcast d'entrepreneuriat. Ce podcast-là, c'est vraiment une conversation, il y a 0 coupe. Donc si la discussion a duré 1h30, c'est 1h30 de contenu qu'on va entendre après. Donc il est assez brut dans son format. Et puis ensuite, il y a un autre axe, merci, avec du coup en haut les sujets. Et là, en haut, vous allez retrouver Code Source, c'est le podcast du Parisien. La Story, c'est le podcast des Échos. En fait, on retrouve beaucoup de grands quotidiens qui se sont mis à faire leur podcast. Alors c'est rigolo, on va se dire qu'on réinvente un peu la poudre, parce que finalement, eux, ils sortent tous les jours un podcast à heure fixe. Donc est-ce qu'on n'est pas en train de réinventer la radio ? Par ailleurs, si vous suivez un petit peu ce qui se passe sur Spotify, etc., il y a beaucoup de podcasts avec des influenceurs. Je prends par exemple Lena Situation qui a un podcast. Elle fait des podcasts en vidéo. Donc là, on est en train de se retrouver dans un monde où on réinvente et puis on retourne ensuite vers les mêmes contenus. Il y aurait beaucoup à en dire, mais c'est pas forcément notre sujet aujourd'hui, mais c'est pour dire que voilà, les quotidiens sortent aussi des podcasts à heure fixe. Programme B, qui est un podcast de Binge Audio, qui vient explorer aussi des sujets d'actualité. Donc voilà, qui est plutôt tourné vers le sujet. Là où La Poudre, par exemple, dont je vous parlais, ça va être un entretien avec Christiane Taubira qui va raconter toute sa vie. Et donc l'intérêt, c'est d'entendre Christiane Taubira, donc on va s'attacher à la personnalité. Voilà, ça vaut un peu ce que ça vaut, mais je trouvais ça rigolo d'avoir un peu cette sorte d'état des lieux comme ça. Est-ce que déjà vous avez des questions là sur ce que je viens de raconter ou envie de développer ou de partager ? Non.
Ok, merci. Du coup, ça c'est vraiment un état des lieux que je vais vous faire assez rapide sur l'histoire du podcast, histoire que vous y voyez un peu plus clair, parce que tout vient des États-Unis. Donc en 2004, le mot podcast a été inventé. C'est un journaliste dans le Guardian qui a fait un croisement entre le mot iPod et le mot broadcast, donc le fait de diffuser. Et donc à cette époque-là, on avait les iPods qu'on pouvait mettre dans notre poche. Et donc il a inventé ce mot. Et à partir de 2005, il y a Apple Podcast qui a été créé. Alors voilà, ça fait partie de l'histoire du podcast. Apple a une place très importante dans l'histoire du podcast et dans sa démocratisation, parce que à partir de 2007, il y a eu donc ce petit logo là, qui est donc l'application podcast qui est sur tous les iPhones. Donc moi, c'est vrai que j'ai aussi fait des interventions en école, voilà, en collège, et à chaque fois, c'était ah bah non, on sait pas ce que c'est. Qui est-ce qui a un iPhone? Donc globalement, les 3/4 de la salle. Donc en fait, les 3/4 de la salle ont accès à une bibliothèque gratuitement de podcasts. Donc voilà, Apple a beaucoup aidé à cette démocratisation. Et ensuite, il y a une série qui s'appelle, enfin si vous écoutez des contenus en anglais, ça s'appelle Serial, par Sarah Koenig, et ça a été un énorme buzz aux États-Unis. Ça a vraiment très très bien marché. En fait, c'est une journaliste qui est venue s'intéresser à un cold case, enfin une affaire, on dirait que je suis bilingue, c'est pas du tout le cas, mais du coup à une affaire qui était censée être terminée, et donc en se réintéressant à cette affaire, qui était la disparition d'une jeune fille qui avait été tuée, elle a permis de réouvrir l'enquête. Voilà, avec des nouvelles preuves. Aux États-Unis, c'est très différent de la France, le rapport aux médias. Enfin, par exemple, nous, on a la radio nationale, voilà, qui fonctionne plutôt, enfin, voilà, avec ses difficultés, mais en tout cas qui est un vrai patrimoine. Là où aux États-Unis, il y a beaucoup plus de médias privés, et donc le podcast dès 2014 aux États-Unis a été considéré comme un média à part entière, là où c'est arrivé beaucoup plus tard en France. À partir de 2013, on a commencé à avoir des replays radio. Et donc c'est là où le mot podcast a commencé à être entendu en France, parce que dans les émissions de radio, on disait « et vous pourrez trouver cette émission en podcast ». Donc à ce moment-là, c'était juste pour du replay. Et puis à partir de 2016, il y a les premières boîtes de production de podcasts qui se lancent dans cette aventure-là. Donc je les ai un peu citées tout à l'heure, mais il y a Binge Audio, il y a Louis Media, et il y a... Bon, c'est pas... on va dire que le succès n'est pas aussi retentissant que Serial, mais en tout cas, Transfert, c'est un peu un podcast, c'est un peu le podcast qui a lancé en France, enfin, en tout cas qui est reconnu comme étant un des podcasts pionniers. En 2018, le premier Paris Podcast Festival, je le cite parce que simplement, c'est l'idée de se dire que ça raconte de la démocratisation du média aussi, de venir créer un festival où on va donner des prix à des auteurs et à des autrices. Ça veut dire que l'écosystème est en train de se développer. Et puis, 2019, les plateformes qui s'intéressent au podcast, donc Spotify, Deezer, et qui déjà aujourd'hui, donc là c'était 2019, aujourd'hui 2025, Deezer ne produit plus de podcasts. Et Spotify a fait beaucoup évoluer sa stratégie sur le podcast. Cette frise historique nous permet de nous rendre compte aussi que c'est un média qui a énormément évolué, qui aussi fait ressentir toute l'instabilité que peut avoir un média émergent, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui se créent, et en même temps, voilà, aussi des difficultés à inscrire une vraie stabilité dans le marché. 2021, l'arrivée du payant sur Apple Podcast, par exemple, ça n'a pas du tout marché. Enfin, en fait, les gens ne sont pas prêts à payer pour écouter du podcast en France. Donc, il y a d'autres biais, on en parlera par la publicité pour financer des podcasts. Mais voilà, par exemple, se dire « Ah bah oui, je vais mettre de l'argent pour m'assurer de pouvoir écouter du contenu », c'est une grosse difficulté pour les studios de podcast pour arriver à développer ça. Et là, j'ai écrit depuis 2024 une restructuration du marché, un avenir incertain. J'ai mis ces 3 petits points qui vraiment font planer un doute. Avenir incertain sur les modèles de production et non pas vraiment sur les auditeurs et auditrices. C'est-à-dire que
les gens continuent à écouter des podcasts. Simplement, le marché a essayé de se structurer et il y a eu des difficultés à cette structuration. Les acteurs, les gros acteurs comme Spotify, Amazon Music tentent des choses, ils voient que ça marche, ils voient que ça marche pas, ils reculent. Mais finalement, on va dire que la partie de démocratisation, elle a quand même fonctionné. Donc, il faudrait rentrer plus dans les détails, mais c'est pour dire que aujourd'hui, là, dans le monde du podcast, il y a des difficultés en termes de développement de toutes ces structures dont je parlais, parce qu'elles ont eu du mal à trouver leur modèle économique, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des auditeurs et des auditrices. Voilà. Justement, tous les ans au Paris Podcast Festival, on faisait une étude avec l'Institut CSA sur qui écoute des podcasts natifs. Et on a remarqué que voilà, déjà rien qu'entre 2019 et 2021, et après ça a continué à augmenter, j'avais pas la dernière slide, mais on va dire jusqu'à 36%, enfin la hausse a pu aller jusqu'à 36%. C'est-à-dire que c'est un média qui est en hausse, les gens en écoutent de plus en plus, et moi je m'en suis même rendu compte quand j'ai commencé à travailler au festival, on était en 2018, je disais podcast, les gens ne savaient pas ce que c'était, ensuite ils savaient ce que c'était, mais après ils disaient mais qu'est-ce qu'on fait dans un festival de podcast, et bon voilà, c'est pour dire que rien que d'un point de vue juste sémantique, le mot podcast, petit à petit, il s'est acculturé, on l'a fait rentrer dans notre vocabulaire. Là, c'est rapide, le portrait robot de l'auditeur de podcast. Donc, on se rend compte que c'est plutôt un public jeune et surtout un peu un consommateur plus du monde culturel. C'est-à-dire qu'il va être abonné aux plateformes Spotify ou Deezer, il va aller au cinéma, il va avoir des activités en plus de son travail. Donc, il y a eu un vrai sujet d'ailleurs pour les plateformes quand elles se sont lancées dans la création de contenu, c'est de se dire est-ce que ça va nous enlever des auditeurs de musique ? Eh ben non. En fait, c'est des gens qui écoutent de la musique et qui écoutent des podcasts aussi. C'est vraiment des gens qui sont culturellement très stimulés. Familial, j'en parlais tout à l'heure par rapport à la question des enfants du Covid, des enfants du Covid, je mets ça dans un grand sac, mais c'est pour dire qu'il y a eu vraiment ce boom au moment du Covid de comment est-ce qu'on amène autrement le savoir aux enfants et on raconte des histoires autrement. Hyper connecté, urbain, voilà. C'est à peu près ça ce que ressort plus ou moins de toutes les études CSA qu'on a pu faire en 4-5 ans. Et puis, je parlais tout à l'heure du storytelling, toujours cet ancrage avec la réalité. Donc, ils écoutent beaucoup de documentaires, d'histoires vraies à la première personne. Les enquêtes, c'est un truc qui marche vraiment très bien, c'est-à-dire format en plusieurs épisodes. Par exemple, au tout début, on va dire en 2018-2019, il y avait beaucoup de formats unitaires qui se faisaient. On sortait un épisode d'1 heure. Et puis, là, dernièrement, on va dire en collant au style de ce qu'on peut voir sur les plateformes Netflix, Canal+, etc., de séries, le format série s'est installé. Donc, il y a beaucoup de séries d'enquêtes où on va suivre une histoire avec des cliffhangers, etc. Donc, voilà, beaucoup de contenu à la première personne où on va raconter une histoire. Ça, c'était... Rapidement, c'est parce qu'il y a une structure qui s'appelle l'ACPM qui fait un classement. En l'occurrence, Hugo Décrypte est le podcast le plus écouté. Alors voilà, des puristes du podcast diraient c'est pas du podcast. C'est pour vous dire qu'il y a toujours des décalages. Ils diraient c'est du podcast parce que c'est le médium podcast, mais c'est simplement une déclinaison d'un contenu qui existe en vidéo et qui est redécliné en podcast. Donc en fait, c'est plus dans une démarche médiatique d'une large diffusion, plus que de la création sonore. Et c'est vrai, mais pour autant, c'est lui qui est le plus écouté sur les plateformes en décembre 2024. Ensuite, on a Transfert, le podcast de Slate, dont je vous parlais, à la première personne. Donc Slate, c'est des récits à la première personne, souvent des récits extraordinaires. Voilà, mon père n'était pas mon père, j'ai vécu telle histoire dans ma vie. Enfin voilà, des histoires un peu rocambolesques à la première personne. L'heure du monde, je vous en parlais de tous les quotidiens qui se sont lancés dans le podcast. L'heure du monde, c'est vraiment une référence et je vous le recommande si vous avez envie un peu d'écouter les actualités autrement. Et voilà, et après, c'est là où ça peut être un peu controversé, c'est que par exemple, on va avoir à l'intérieur de ce classement quand même un replay radio
Ça, c'est lié à énergie, la radio énergie. Donc voilà, il y a un peu de tout. Focus sur le Paris Podcast Festival. Alors, moi, je voulais simplement c'est pas l'idée de faire la promotion, parce que d'ailleurs, comme je vous racontais aujourd'hui, moi, je fais encore partie de l'association, du festival, etc. Et justement, en fait, le festival était complètement dépendant des financements privés. Et donc, s'il y a des gros acteurs, comme par exemple Spotify, Deezer, Amazon Music, qui commencent à se désintéresser du médium, ils arrêtent de financer le festival. Donc, du coup, le festival, on va dire, est dépendant de la structuration du marché. Et donc... je voulais juste vous montrer cette petite vidéo. Bon, déjà, ça va nous permettre d'avoir une petite respiration dans ma grande explication. Mais aussi, je pense que ça fait bien écho avec ce que tu racontais tout à l'heure sur cette dimension, déjà du collectif, parce que c'était ça ce qu'on aimait faire et c'est toujours compliqué, parce que je ne sais pas si je dois parler à la première personne, si je dois parler au passé, donc je suis un peu dans une sorte de schizophrénie vis-à-vis de ce projet. Mais donc je vais faire un peu un mélange de tout. Mais donc l'idée, c'était de réunir autour du podcast, de le célébrer, donc vraiment une démarche autour du grand public sur comment est-ce qu'on le fait découvrir. On fait découvrir aux gens qu'on peut écouter plein de contenus différents et s'amuser avec. Et puis aussi valoriser le travail des créateurs et des créatrices avec des prix. C'est-à-dire que dans cette précarité que peut engager ce problème de structuration, les auteurs avaient des grandes attentes sur les prix du Paris Podcast Festival, parce qu'en fait c'était 3 000 €, et donc parfois ça voulait dire doubler le salaire qu'ils avaient pu avoir pour une série en 10 épisodes. Donc c'est cette idée de réunir et aussi de célébrer cet espace de parole différent. Et donc là je vais vous montrer l'after movie de la 5e édition, qui est la dernière édition que j'ai faite, où la thématique c'était les puissances de la douceur, et ça fait aussi écho à ce que tu racontais, comme dans un monde où aussi on est surchargé d'informations et où tout est très clivant, le podcast peut nous offrir aussi un temps long. Donc je vais vous montrer cette vidéo, où au début c'est moi qui parle d'ailleurs, donc ça sonne vraiment comme un ego trip, mais voilà. Je préviens avant parce qu'il y a un truc qui est un peu bizarre, je vais vous montrer une vidéo où là, c'est encore moi qui parle. Alors... Le thème de cette année, c'est les puissances de la douceur. Et quoi de mieux que l'écoute pour servir cette douceur, l'écoute de soi, l'écoute des autres. Et puis par essence et par nécessité, je dirais, le podcast, c'est le média de la douceur. C'est le média idéal pour raconter l'intime, parce que il est vraiment dépourvu d'artifice. C'est la voix pure et simple, et surtout, c'est de l'écoute choisie. Oui, c'est un média de prédilection, parce que c'est vraiment intimiste, il est puissant, quoi. L'audio, c'est quelque chose de puissant. Tu peux commencer dans ta chambre en fait, parce que c'est ouf tout ce que tu peux créer. Et c'est ça, je vois peu de contraintes, mais les avantages, c'est tu peux faire apparaître un dragon qui transperce un immeuble. Bon, c'est nul, mais ne le faites pas, mais c'est possible, tu vois, tu peux le faire. C'est intéressant d'innover, de proposer des nouveaux formats, de s'adresser à des nouvelles communautés, d'aller chercher un autre public. Cet après-midi, on a parlé de plein de façons de faire ce travail-là, de mettre sur le devant d'autres sujets qui sont peut-être pas assez abordés. Et voilà, tous les partenaires. D'ailleurs, je voulais juste vous montrer au tout début, là vous voyez la comédienne, elle parle à une tête, tout à l'heure j'ai utilisé le mot de binaural,
en fait, c'est ces micros-là. C'est un micro qui est à 360. Et donc, quand vous entendez dans votre casque, justement, à 360, bon, soit c'est un ingénieur du son qui a fait cette spatialisation, soit, souvent, c'est cette tête-là, en binaural, où les acteurs vont pouvoir parler à droite et à gauche et donc venir spatialiser. Et donc voilà, au festival, on faisait des démonstrations de comment est-ce qu'on créait justement un podcast de fiction. Et voilà, sur le festival. Mais c'est aussi une manière de montrer qu'on peut événementialiser et que même si c'est vrai que ça fait partie de ce qui ressortait beaucoup des toutes premières études CSA qu'on sortait, il y avait que c'était une pratique solitaire. Et donc, nous, c'était aussi ce contrepoint, et je pense que c'est un peu ce qui est en train de se créer ici aussi, c'est de se dire, oui, c'est une pratique solitaire, mais aussi dont, on va dire, le ciment, c'est le bouche à oreille et c'est en parler entre nous. Donc, l'idée du festival, c'est de créer cette sorte de grand moment de réunion. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des choses. C'est combien de jours les festivals? C'est 15 journées ou... C'est 4 jours. Enfin, là, c'était 4 jours et les dernières éditions, c'était... La dernière en date, elle a duré que... Enfin, celle que vous avez vue, elle a duré 4 jours, là. Sinon, c'est plutôt 2 jours avec un temps professionnel et un temps grand public. C'est un festival qui est en coproduction avec la Gaîté Lyrique. Et par exemple, je ne sais pas si vous avez suivi cette actualité, mais aujourd'hui, la Gaîté Lyrique est occupée. Ça crée plein de complications, notamment des décalages sur la programmation. Et je ne suis pas certaine qu'en octobre prochain, on pourra faire cette grande fête du podcast. Voilà, donc je parle vraiment au futur, au passé. C'est vraiment, ça raconte bien où est-ce qu'on en est vis-à-vis de ce projet. Mais après, moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand on a lancé le festival, quand le festival s'est lancé et que moi j'ai commencé à y travailler, c'était un peu un des seuls endroits où on pouvait se réunir dans une salle et les lumières s'éteignaient et on écoutait un podcast, ou bien on assistait à des podcasts en live comme certains ont pu voir aussi au Petit Palais. Mais aujourd'hui, ça se fait beaucoup plus. Là, par exemple, de manière complètement autonome. Donc, moi, là, c'est mon avis, mais je suis pas contre des projets aussi qui se terminent parfois. C'est-à-dire, peut-être que ça se termine aussi parce qu'il y a quelque chose de notre mission qui s'est accompli dans l'idée de faire connaître et d'accompagner. Et en fait, si nous, on voulait accompagner l'écosystème professionnel et qu'il est instable, on peut plus. Mais si en même temps notre mission est que le grand public connaisse davantage le podcast, alors dans ce cas, peut-être que c'est ça la réussite du projet. En tout cas, c'est ce que je me plais à me raconter apparemment. Là, c'est rapide. Je vais vous faire un point rapide pour pouvoir après davantage parler de comment est-ce qu'on découvre des podcasts. Mais là-dessus, n'hésitez pas si vous avez des questions. En gros, très rapidement, les étapes de la création d'un podcast. Donc, on va le concevoir, l'imaginer, l'écrire. La création, en fait, ça va prendre ça peut prendre des années, des mois ou quelques semaines. Dans la création, il va y avoir évidemment les enregistrements sonores, toute la partie production, le travail d'une création audiovisuelle que vous pouvez imaginer, mais pareil, ça va être très différent, on le verra tout à l'heure, en fonction de si c'est un indépendant qui fait ce podcast, si c'est une boîte de production qui fait ce podcast, mais bon, disons qu'à la fin de ça, on a un produit fini. Ensuite, ce podcast, il va être hébergé. Tout à l'heure, j'ai utilisé ce mot de flux RSS. Donc, il y a tout un tas de sites internet qui permettent, de sites internet, en tout cas de structures, qui permettent d'héberger nos podcasts, d'héberger un contenu, pour qu'ensuite il soit diffusé partout. Parce qu'effectivement, à la fin de la création, on a un point MP3, ça ne permet pas de le diffuser à tout le monde. Là où après, on va le mettre sur un hébergeur et ça va nous permettre que ce contenu soit diffusé sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, etc. Ensuite, il y a donc la diffusion sur toutes ces plateformes et puis la promotion, parce que ça fait partie des gros enjeux du podcast, c'est la question de la découvrabilité, c'est un peu un grand mot, mais c'est pour dire comment est-ce qu'on s'y retrouve au milieu de tous ces contenus. Donc,
en fait, j'ai aussi parfois été amenée à accompagner des médias qui créaient leur podcast et qui avaient par exemple très peu de budget pour la partie diffusion ou promotion. Et finalement, c'est dommage parce que en fait, ça fait des contenus qui ne sont pas écoutés. Parce que du coup, on n'a pas pu leur donner suffisamment de visibilité, alors qu'en fait, c'est un vrai travail et que y a des milliers de podcasts qui se créent tout le temps. Donc en fait, après, la démarche peut être simplement de faire un journal intime qu'on a envie de mettre sur Internet et que certaines personnes écoutent. Si on a envie que ce soit davantage écouté, mais en fait, il faut le considérer comme un contenu à diffuser, à accompagner sur Instagram. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses d'ailleurs qui se passent sur les réseaux sociaux parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, l'auditeur, l'auditrice est quelqu'un d'hyper connecté, donc ça se joue aussi beaucoup sur ces médiums-là. Donc voilà, extrêmement rapidement comment on crée un podcast. Après, c'est intéressant aussi de voir ça parce que je pense que pour le coup c'est assez international, ces différents niveaux. Va y avoir différents types de créateurs et de création de podcasts. Donc va y avoir les indépendants. Donc un podcasteur, c'est moi, Nina, qui me dit que ma vie est très intéressante et que je suis partie en voyage et que je vais le raconter. Bon bah voilà, je peux en faire un podcast et payer 5 € par mois pour qu'il soit diffusé, qu'on le retrouve sur Spotify et ce sera très bien. Mais je peux aussi être un podcasteur comme Julien Cernobori que je vous ai cité là, qui lui a une page sur Patreon et qui tous les mois a des auditeurs, auditrices qui lui donnent de l'argent et donc il est indépendant mais il va toucher de l'argent par sa communauté. Ensuite, il y a les studios, les boîtes de production. C'est le modèle de production le plus classique. Il y a des salariés, il y a des pigistes, il y a des producteurs, des productrices. Et donc, on va financer le podcast principalement par du travail lié aux marques, donc soit de la publicité, parce que aussi, je vous en parlais, et puis on le verra très succinctement tout à l'heure, mais quand je vous dis le podcast, c'est le média de l'intime, c'est le média qui va parler au creux de notre oreille, c'est un média de l'engagement aussi. C'est-à-dire que les gens, il y a des communautés, et on le voit justement quand des salles se remplissent pour venir assister à un podcast. Donc évidemment, des marques vont se dire « Oula, bah, moi, pouvoir parler au creux de l'oreille de mon usager, j'adorerais. » Donc il y a plein de podcasts qui sont créés par les marques pour venir faire entendre autrement leur voix aussi qu'une simple publicité. Je parlais storytelling aussi, etc. Voilà. Ça va user les mêmes ressorts, mais dans un but plus marketing. Les plateformes qui sont aussi créatrices de contenu, de moins en moins, mais quand même aussi. Donc Spotify, on a pu le citer tout à l'heure. Et puis les médias traditionnels, je l'ai aussi cité tout à l'heure, comme voilà, les grands quotidiens, mais aussi La Croix, Canal+, qui fait des déclinaisons. En fait, il y a aussi toute cette réflexion autour du podcast le podcast devient une sorte de déclinaison obligatoire d'un contenu. Ah bah tiens, on a sorti le Bureau des légendes, bah on va faire le making-of du Bureau des légendes, mais en version podcast. Donc on va aller dans les coulisses, mais en version audio. C'est-à-dire que ça devient une manière augmentée de pouvoir accompagner un public autour d'un contenu. Voilà. Donc pareil, encore une fois, des puristes diraient, bah, c'est pas de la création sonore, c'est simplement du marketing. Ben, peut-être, mais en tout cas, ça reste le médium podcast qui est employé pour ça. Là, bah voilà, ça me paraît très clair. Non. Du coup, ça c'était simplement, c'est une boîte de production qui s'est amusée à créer une sorte de grande carte. Si vous allez sur leur site, donc c'est Cosa Vostra. Si vous tapez cartographie du podcast Cosa Vostra, vous la retrouverez. Elle est beaucoup mieux aujourd'hui parce que celle-là, elle date de 2021, mais je l'aime bien parce que au moins elle est à plat. Celle d'aujourd'hui, elle est beaucoup plus interactive. Mais c'était pour montrer que c'était un joyeux bordel, mais surtout que, en fait, il y avait des acteurs qui étaient à la fois donc des plateformes d'écoute, mais aussi des studios de podcast, sans oublier les milliers de podcasteurs et podcasteuses indépendantes. Les médias non audio, les médias audiovisuels, les hébergeurs dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, j'ai pas dit que c'était le graphique le plus limpide. En tout cas, il permet de voir qu'il y a plein d'acteurs qui cohabitent et qui ont surtout des rôles différents et parfois qui se font concurrence. Mais c'est aussi un milieu qui évolue énormément et sur la partie curateur que vous voyez ici, en fait, il y a une bonne partie qui ne sont plus actifs, par exemple, enfin, voilà, qui ont été là au moment d'un boom du podcast en 2018-2019 et qui sont beaucoup moins actifs aujourd'hui. Mais bon, ça peut toujours servir de référence. Les financements,
ultra rapidement. Donc il y a la publicité. Si vous écoutez des podcasts, vous avez déjà entendu une publicité en début de podcast. Voilà. Donc le mieux, c'est quand les publicités arrivent à être ciblées. C'est vrai qu'une fois, j'ai écouté un podcast sur l'écologie et la régie publicitaire avait mis une pub pour Volvo. Donc on est un peu... Voilà. Parfois, le contraste est un peu fort, mais voilà. Le mécénat. Donc il y a des podcasts qui... Là, en l'occurrence, ou peut-être une nuit, c'est un podcast qui traite de la question de l'inceste et plus largement des relations de domination qui peuvent se passer dans ce cadre intrafamilial. Et donc, une fondation, la Fondation Kering, avait financé, parrainé ça. Des systèmes de coproduction, c'est-à-dire des boîtes de production qui vont travailler avec des plateformes de podcast. La communauté, comme je vous disais, le podcast, c'est un média de l'engagement. Donc les gens qui vont être fans, ils vont être très fans. Et donc, il y a des saisons entières de podcasts qui se sont financées grâce à des campagnes de crowdfunding, à des systèmes d'abonnement. Et puis, parfois, des produits dérivés, j'en parlais, quand on va voir un spectacle, quand on achète un livre, où il y a même eu des jeux de société, parfois. Voilà. Est-ce que sur la partie création, vous auriez des questions? Parce qu'évidemment, chacun des tiroirs peut se tirer, et on pourrait en parler pendant longtemps, mais je me suis dit que vous n'étiez pas nécessairement des créateurs et des créatrices en devenir, peut-être, mais voilà. On parlera après. Ok. Et donc, là, je me suis dit que ça, peut-être, ça peut vous intéresser encore davantage sur comment est-ce qu'on s'y retrouve, comment est-ce qu'on trouve des podcasts. Parce que donc c'est bien gentil d'en parler, mais parfois on a du mal à mettre le doigt dans l'engrenage. La première chose que je dis, et d'ailleurs moi j'ai un cours que je donne plus mais que je donnais à la fac sur la question du podcast, et ensuite il créait un projet. À chaque cours, je demandais à tout le monde de faire une recommandation. Parce que une recommandation, et quand il faisait une recommandation, il devait toujours, par exemple, si je dis je te recommande la poudre, je te dis je te recommande la poudre et je te recommande l'épisode avec Christiane Taubira, j'y reviens, parce qu'il est très intéressant pour ça. Mais parce que, en fait, le bouche à oreille, c'est vraiment... si vous écoutez des podcasts, vous entendez très souvent à la fin, ils disent « Et si ça vous a plu, parlez-en autour de vous ». Parce qu'en fait, c'est vraiment le nerf de la guerre pour le podcast. Donc, voilà. Ou faites le choix malin de faire partie d'un club d'écoute comme aujourd'hui. Et puis sinon... et là, je vais les explorer juste après, mais il y a toutes les plateformes d'écoute qui sont quand même des bonnes ressources. On peut critiquer les algorithmes pour des milliers de raisons, mais parfois, ça peut être utile pour nous guider dans nos choix, puis on va le voir tout à l'heure ensemble. Il y a quelques sites spécialisés dont moi aussi dont je vais vous parler tout à l'heure, et puis après, il ne faut pas hésiter à aller suivre sur les réseaux sociaux les boîtes de production qui peuvent vous intéresser, Binge Audio, Arte Radio, parce que vous allez pouvoir suivre les sorties. Et donc voilà, je fais un rapide point. Par exemple, donc, sur Spotify, il y a, et comme sur toutes les plateformes, je vais juste prendre un temps pour explorer un peu chacune des plateformes pour voir un peu les différences et voir qu'il y a toujours matière à découvrir de nouvelles choses sur les différentes plateformes. Sur Spotify, par exemple, il y a un classement qui peut être parfois critiqué parce que souvent, ça met en avant des podcasts Spotify. Donc ça peut questionner est-ce que c'est vraiment... des podcasts qu'on ne peut écouter que sur Spotify parce que c'est des créations Spotify. Donc on peut se dire, le classement devient un biais de valorisation de leur contenu. Toujours est-il que ça permet de se situer sur ce qui peut se faire. Donc ça, c'est un premier point d'étape. Mais surtout, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller au niveau des catégories, parce qu'il y a tout un travail de curation qui sont faits par les plateformes qui vont les mettre dans différentes catégories. Et puis même, je vous invite, si vous avez un podcast que vous aimez bien, donc là en l'occurrence j'ai pris le podcast Transfert que je vous cite depuis tout à l'heure, donc c'est récits intimes à la première personne, et il y a une catégorie, ça c'est une capture d'écran de mon téléphone, plus de ce genre, et donc ça permet de se dire oui, il y a aussi le podcast Émotions de Louis Média qui va venir explorer plein de questions autour des émotions, et donc voilà, ça peut faire le lien avec les récits intimes. Apple Podcast aussi peut être très utile, sachant que là, comme on le voit, Apple Podcast, dans son classement, fait un croisement entre des podcasts natifs et des podcasts des replays radio.
Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les replays radio ont facilement le dessus sur le nombre d'écoutes. Je vous en ai pas parlé d'ailleurs parce que c'était pas forcément le sujet ici, mais il y a aussi plein de sujets autour de la mesure d'audience du podcast en France. Ça commence, enfin pareil, c'est des choses qui se sont régulées, mais en fait, comment est-ce qu'on considère qu'un podcast a été écouté ? Est-ce que c'est parce qu'on a cliqué dessus ? Est-ce que c'est parce qu'on l'a téléchargé ? Est-ce que c'est parce qu'on a écouté la moitié ? Bon, voilà. Toujours est-il que voilà, donc là, on va dire que la moitié ou les 3/4, c'est des podcasts de replay. Mais sur Apple Podcast, il y a vraiment énormément de catégories aussi. Donc ça, pareil, je me dis que si on a un intérêt pour la fiction, c'est pas forcément évident d'en trouver, donc ça peut être un premier point d'entrée. Là, j'ai pris les catégories Deezer qui sont très détaillées, que je connaissais pas, mais qui sont très détaillées, c'est-à-dire qu'on a quand même femmes d'aujourd'hui, donc c'est vraiment, voilà, on est sur des niveaux de précision. Sueur froide, voilà, il y avait carrément 2 pages. Donc, moi en l'occurrence, je suis sur Spotify, mais je me dis que c'est quand même pas mal d'avoir, voilà, apprendre et grandir à l'intérieur de notre planète, éducation, spiritualité. Bon, en tout cas, c'est des endroits. Ensuite, moi, je sais que c'est des endroits où j'ai pas mal été quand j'ai commencé à en écouter. Après, on s'en émancipe, mais dans un premier temps, ça peut être pas mal pour découvrir des choses. Et puis, je voulais vous faire un focus sur une plateforme qui s'appelle Slate Audio. Donc vous connaissez peut-être le média Slate, qui est voilà, un média français, mais qui, on va dire, qui a, je ne saurais pas bien comment le définir, mais qui a tendance à explorer des voies différentes que les médias traditionnels dans leurs articles. Ils ont une plateforme qui s'appelle Slate Audio, et derrière cette plateforme, il y a des journalistes qui vont faire vraiment de la curation assez sensible avec des playlists, pardon. Par exemple, voilà, 4 podcasts pour tout savoir sur l'endométriose, à quoi ressembleront les États-Unis sous le nouveau mandat de Trump, qu'est-ce qui se passe avec cette dissolution de l'Assemblée, 4 podcasts pour mieux comprendre, comment préparer sa retraite. J'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que quand je parlais d'exploration de l'intime, etc., il y a aussi beaucoup de sujets autour de la sexualité, des luttes queer, enfin voilà, le podcast est aussi un espace pour ça, c'est pas que du féminisme comme je me suis plus à le dire depuis tout à l'heure. Et peut-être juste vous montrer aussi un truc que je trouve assez sympa sur Slate, justement, sur Slate Audio, quand je vous parlais des recommandations que je faisais avec mes étudiants, bah, c'est un peu le même principe. En fait, Slate Audio, là, l'avantage, et ça va un peu au-delà d'une plateforme comme Spotify, où vous allez avoir la description classique, et puis vous allez ensuite avoir, si vous allez sur Transfert, vous avez 200 épisodes à la suite. Là, au moins, donc là, Mamie dans les orties, c'est un podcast de témoignages, de conversations, de témoignages de grand-mères qui racontent leur vie. Et là, il y a l'avis de Slate Audio, donc en fait, c'est une journaliste qui a écrit ça. Et puis ensuite, vous avez le dernier épisode en date. Et pour commencer, on vous recommande 2 épisodes qui sont un peu des épisodes phares qui vont vous permettre de bien rentrer dans le contenu. Parce que ça peut arriver, c'est pour ça qu'on nous dit « Ah, je te conseille celui-là ». On clique sur un épisode, c'était pas le meilleur, c'était pas le plus représentatif et du coup on n'y retourne pas. Donc ça c'est pas mal parce qu'il y a un côté un peu humain et pour le coup qui va un peu au-delà de l'algorithme. Donc voilà, je vous recommande en tout cas cette plateforme pour peut-être vous y retrouver. Et puis pour continuer, il y a Télérama qui font partie des quelques médias traditionnels qui parlent du podcast. Donc tous les mois, vous avez Télérama qui fait son classement et qui donne des thés, comme ils font avec les films ou les livres. Et ils font aussi pas mal d'articles. Bon, il y a eu évidemment, le monde du podcast n'est pas exempt d'histoires de patrons qui ont abusé en termes de droit du travail, etc. Bon, Télérama s'est fait pas mal l'écrin de ces sujets-là. Donc, ils sont assez engagés, ils font des tops de podcasts, donc ça peut être aussi une référence pour retrouver des choses. Et puis, là, je reviens sur de la promo, je vais vous remontrer une vidéo de moi, non. Malgré tout, ça peut être intéressant, donc le site internet est toujours valide, il y a des archives, d'aller vers les palmarès, parce que donc le festival donne une dizaine de prix par an dans les catégories que je vous ai énoncées tout à l'heure, et donc ça permet de se dire ah tiens, j'aimerais bien écouter de la fiction par exemple, mais je sais pas par quoi commencer. Bon je vais dans la catégorie fiction, il y en a 5 qui ont été estimés comme en 2022 les meilleurs à ce moment-là. Donc
ça permet au moins des points d'entrée. Après, vous faites évidemment votre avis, mais ça vous permet de découvrir les boîtes de production, de voir qui est indépendant, qui est plus produit. Et il y a un autre festival dont je ne vous ai pas parlé, qui s'appelle Longueur d'onde, qui est un festival qui se passe à Brest, qui vient de se terminer, qui est un petit peu plus puriste. Si je devais faire vraiment un grand écart, on parle des mêmes sujets. Il y a beaucoup de gens d'invités qui étaient similaires entre le Paris Podcast Festival et Longueur d'onde, mais Longueur d'onde, c'est un festival qui a 20 ans, voire même peut-être un peu plus, et qui a vraiment cette culture radio, et pour qui se dire que la question du podcast natif se pose simplement comme un nouvel espace de création, mais parmi déjà toutes les créations radiophoniques qui peuvent être faites. Donc on va dire qu'ils sont un peu plus pointus, et encore que c'est pas forcément le terme que je voudrais employer, mais peut-être un peu plus indé, en tout cas un peu plus, ils sont un peu différents dans leur approche. Et donc, vous pouvez découvrir tout un tas d'autres podcasts. Pour autant, ce podcast qui s'appelle « Loin de l'Iran, près de nos sœurs », qui a eu donc une mention spéciale, de l'autre côté, il avait eu un prix au Paris Podcast Festival. Donc, c'est un peu comme tout dans le podcast, comme vous le comprendrez. Il y a une porosité, c'est-à-dire qu'il y a des différences, mais en même temps, des frontières qui sont assez fines. Donc, le festival Longueur d'onde et ses palmarès depuis 20 ans, du coup, vous avez de quoi faire. Et puis, j'ai terminé, je me surprends moi-même. Et puis voilà, c'était pour que vous puissiez avoir aussi quelques points d'entrée pour vous, en partant, découvrir des podcasts, parce que c'était notre sujet. Et justamente lo que queríamos un poco invitar a Nina era escuchar esta radiografía que ella realiza del ecosistema podcastiano en francés. Por un lado, la teoría y el análisis de estructuras que el festival ya ha realizado es muy interesante, es muy pragmático. Ellos hicieron un informe hace 2 años de la publicidad en el podcast. ¿Vous savez eso? Ça fait Le report que vous avez fait sur la publicité dans le podcast. En fait, c'était en parallèle. Au festival, c'était toujours en parallèle. Il y avait toujours un temps. Vous avez fait un extrait avec TSI. Excuse-moi, moi-même, j'ai remarqué que j'arrive pas à faire des phrases. Une recherche sur la publicité dans le monde du podcast. Quand on a cette l'étude qu'on a faite, en fait, on l'a sortie tous les ans depuis 2019. Donc pour essayer de faire une sorte de point d'étape de l'évolution. Lo que es muy interesante del podcast en Francia y en el entorno de ese festival es cómo ellos han ido analizando todo lo que va en torno y cómo han ido adaptándose al cambio. Lo que nosotros vamos a intentar después de esta cosa que es como esta presentación que es como muy teórica y que nos da una imagen del momento del podcast en Francia ahora, lo que nosotros vamos a intentar hacer va a ser completar la imagen desde el podcast en español. Hay muchas similitudes y una diferencia principal, y es el origen de estos podcasts. El podcast en español más escuchado se realiza en Estados Unidos y es Radio Volante. Bueno, la deslocalización geográfica del podcast en español abre vías a diferentes orígenes y diferentes nacionalidades de podcast. En España, por ejemplo, está ¿cómo se llama? Estación Podcast, que es un festival de podcast iberoamericano que tiene lugar, creo que en torno a junio. También hay plataformas, pero yo creo, mi impresión, y es un poco lo que iremos viendo, y sobre todo a las conclusiones a las que llegamos con Nerea, que igual que la literatura en español es una especie de árbol gigante, en el podcast español pasa un poco lo mismo, que es realmente difícil encontrar recomendaciones, críticas, precisamente por la amplitud de la producción. Tu sais combien de podcasts on produit en français? Je devrais le savoir. Ouais. Mais c'est parce que j'y travaille plus, je sais plus mon job, je sais plus ma casquette, je sais plus qui je suis. La comparativa de la creación española es bastante impresionante. Ellos, yo me acuerdo que una vez invitaron a Canadá como país especial, ellos trabajan sobre el podcast francófono de Canadá, pero para nosotros sería imposible hablar del podcast hispanofono de Colombia, por ejemplo, esto no tendría el panorama mucho más grande. Además, a partir de esta panorama teórica que a final de año, en diciembre, invitaremos a Nina como público para ver las conclusiones a las que hemos llegado,
A partir de la próxima sesión, que sea miércoles, os enviaremos un pequeño mail en el que se os propondrá ya una temática que os va a mandar a Nerea y un episodio a comentar. Ha sido muy interesante también las clasificaciones que nos ha mostrado. No vamos a respetar las mismas porque estamos articulando en 9 meses, pero si hay una llamada que queremos compartir, que sería la de, o sea, que cada uno de vosotras nos dijese vuestro podcast favorito. Está deseando. ¿Tu podcast favorito? ¿Mi favorito? Saldrán mejores. Saldremos mejores. Es un podcast de actrices. Ok. Bueno, ¿esto tu connais? Non. Bueno, Hace años que vienes. Ok. C'est le commissariat qui fait ce coup d'écoute, c'est Nerea. Ok. Nerea Pérez de las Heras. Elle fait les podcasts avec notre, on dirait, activiste, influenceuse d'Espagne qui s'appelle Inès. Ok. Tous les deux sont ensemble pour faire un podcast d'actualité. Et voilà, c'est un peu actualité, mais en même temps, il mélange avec la pop culture. Pop culture, ouais. Oui, ça, c'est ouais. adressé aux jeunes et pour le faire plus dynamique, entre guillemets. Ok. Donc voilà. ¿Cómo definirías saldremos mejores en cortes artículos? Ok, je dirais activiste. Attends, en français, activiste. Bon, en indicatif, c'est la même chose. Enfin, pas la même chose, mais. Drôle. Ah, ouais, c'est drôle. Ouais, amusant. Et instructif amusant, aussi, du coup. rigolo. Ouais. Et activiste proche. Tu te sens pas loin de cette personne. Ouais. En plus, moi, je écoute beaucoup de podcasts parce que je suis toute seule. Donc, parfois, c'est pour accompagner. Ouais. Pour écouter une conversation entre deux personnes et tu es comme avec elles. Et du coup, le podcast des frères de Felipe en Petit Palais, on a rencontré Nerea et j'ai entendu sa voix et j'ai dit tu m'attends quoi, je te connais par cœur. Ouais. Donc, en vrai, j'avais l'impression que j'avais parlé avec elle tous les jours. Es muy interesante esto de la amistad que dices, no me acuerdo que lo hablábamos otro día. Claro, tus podcasters, tu relación que estableces no es una relación pasiva, sino que es de amistad. Esto lo sabe muy bien la gente que hace publicidad, esto el marketing lo entendió muy bien. Y por eso hay estos estudios que son muy interesantes. Me gustan mucho los dailies, pero si tengo que decir uno que no sea daily, que sea eso, será No sé qué del mundo. ¿Qué va a hacer? De política. Y lo hacen los chavales del orden mundial. El orden mundial, que es como un como te digo, un medio independiente sobre política, sí, sobre geopolítica. Y tienen una parte, una serie que se llama En la mente de, que analizan la mente de líderes políticos de todo el mundo. Me parece muy interesante. ¿Y cómo lo definirías así para la gente? Que esto lo vamos a mandar a los medios. Sí, ¿cómo lo definiría? Cultural y también reflexivo. Te da que pensar. Tampoco escucho muchos podcasts, pero bueno, desde una época que escuché fue la Clarín, que te gusta. Que a mí no me tal, y la verdad que estaba. ¿Cómo lo definirías? He puesto 3 antes, pero era tontería que estoy comprando. Divertido, con un poco de entretenimiento, actualidad, lo que está pasando. A la pija la Kinky fue el podcast que eligió el actual presidente del gobierno. Alors c'est là où je ne sais pas tout. Malheureusement, j'aimerais. La pija la Kinky es el podcast, el actual presidente del gobierno, l'ancienne communication politique était destinée à arriver à un nouveau public. Il est spécial Italia ce podcast. Ok. Que c'est la pija la Kinky, c'est con Ismael Fabio Kinky. Valiosa, la stock de Valiosa. No sé, que no tengo un podcast favorito. O sea, escucho muchos episodios de podcasts diferentes, pero no sé, ahora estoy escuchando un podcast en francés que se llama La part clic-clac. La part clic-clac. Non, je connais pas. Así. Bueno, o sea, ahora nos están referentes en español también para Yo igual, la pija y la Kinky en español o estira
estirando el chicle y Bueno, ¿este segundo, perdón? estirando el chicle. Estirando el chicle. Sí. Y ahora que estoy aquí en Francia, escucho bastante podcast de quotidien como France Inter, porque me ayudan a concentrarme en el trabajo y bueno, está bien. Yo lo único en español, lo único podcast en español que escucho se llama Un libro, una hora. Es buenísimo. Es muy instructivo, pero en español escucho mucho de como de France Inter y mucho de France Culture, une heure. En la segmentación que estamos haciendo de podcast para el grupo, nuestra Nerea, había precisamente una que es literatura de pensamiento, tanto no audiolibros, sino más bien análisis y trabajo sobre los autores y sobre sus obras. Mucha actualidad, que ha salido bastante actualidad, pero bueno, vamos a ir tratando bastante varios temas. Pues vamos a enviar un poco todo esto, el marco que nos ha dado Nina, lo colgaremos en YouTube. Y os invitaremos a la próxima sesión, que haremos un espacio un poco más íntimo, porque esto de mucha inscripción, lo haremos en un espacio un poco más pequeño y empezaremos ya con la primera temática que nos envía Nerea esta semana. Muchas gracias por prestaros a esto y la próxima vez hablamos nosotros, que Nina empieza como un público. Merci. Je sais pas, non 3 minutes. Vous voulez? Mais où vous voulez partir après, c'est possible. Non, justement, je vous ai beaucoup dit, le podcast, c'est un espace de création, ça permet de faire d'autres choses. Et il y a un podcast que je trouve très rigolo qui est sur Arte Radio, qui a une boîte de produits, enfin c'est affilié à Arte, hein, donc je vous le recommande parce qu'il y a vraiment énormément de choses qui sont super sur Arte Radio, ils sont très 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 forts. Et en l'occurrence, là, il y a une série qui s'appelle « C'est ton enfant, c'est papy, c'est mamie, c'est maman ». C'est une journaliste qui s'appelle Mathilde Garmont-Pré qui a récupéré plein de messages vocaux d'enfants, ou de papy ou de maman. Et là, en l'occurrence, je vais vous faire écouter « C'est ton enfant ». Et en 3 minutes 43, vous avez toute la vie d'un enfant à travers des messages vocaux. Et là, en plus, c'est pas mal parce que vous allez avoir les sous-titres grâce à YouTube. Mais voilà, sinon, Arte Radio, vraiment, si vous avez envie d'écouter des histoires intimes hyper bien écrites et faites, allez-y. Et là, c'est vraiment juste pour clôturer et puis sourire un peu ensemble. Voilà. Vous avez un nouveau message. Alors, qu'est-ce que tu dis à papa? Est-ce que après, si jamais le copain voulait te dire je veux beaucoup penser à toi, et voulait te faire un câlin. Hier matin, tu allais au supermarché avec mamie, elle m'a fait un Lego. Je te passe Martha. Non, il n'est pas là, maman. Il faut que tu parles comme t'imaginer que maman était au téléphone. Bah, dis que on a mis une nouvelle nappe de petites vaches. Il y avait plein de vaches. Pour réécouter le message, faites le 1. Maman, je t'aime de tout mon cœur. Moi, je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime énormément. Et celle que j'aime le plus au monde, maman chérie, je t'aime. Maman chérie, bonne année, Kylian Mbappé. Dab, 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 maman chérie. Pour l'actu, le sport, c'est en 5. On a gagné 4-1 contre Julien Lacroix. On les a éclatés. Bon, j'ai pas marqué, mais bon, j'ai fait des passes décisives. Passes décisives, ça veut dire genre je fais une passe et après il marque. Papa, je n'ai pas mon sac de judo, je ne sais pas où il est, je suis foutue. Salut papa, j'imagine que t'es encore au travail. L'anniversaire de Anaïs était bien. On a fait du trampoline, on a joué avec le chien et le hamster. On a acheté un nouveau animal. C'est pas un poisson, mais c'est une tortue d'eau. On a trop de chance. Ouais, ça s'appelle Ninja pour faire tortue ninja. C'est un mâle. Ça a coûté 230 €, mais ça vaut le coup quand même. On a très faim
Et on voulait savoir quand est-ce que tu arrives, voilà. Pour envoyer une copie du message vers une autre messagerie vocale, faites le 6. Oui, papa, c'était parce qu'on a fini de voir, donc c'était pour te demander si on pouvait regarder la télé. Papa, je trouve pas la tablette. Tu pourrais me dire où elle est. Coucou maman, c'est moi. C'est ça, je vais faire une soirée pyjama avec Ilan. Je lui ai demandé hier d'envoyer un texto à toi pour qu'il m'invite à dormir, tu vois. Là, il m'a dit qu'il avait demandé à sa mère hier soir. Coucou maman, je suis à la maison. Bisous. Mon message a du mal à s'envoyer. Preuve que mon portable bug ou alors le tien, je ne sais pas. Allô maman, ouais, c'est fini, je suis au lycée là, je te raconte ce soir. Donc je vais rentrer vers 19h09, 19h10 en vrai. Voilà, 18h43, je vais bientôt partir au foot, mais je crois que la voiture bloque la porte de devant. Parce que la porte de devant, elle est condamnée, j'arrive pas à l'ouvrir, je crois que c'est la peinture qui a séché, ça fait un truc bizarre là, elle est inouvrable. Bref, c'est juste pour vous dire ça, quand vous rentrez, ne m'embrouillez pas. Bon, salut. Là, j'allais travailler, puis j'allais manger au lycée et je suis rentré à la maison ensuite. C'est moi, je t'appelle avec le téléphone d'Iman parce que j'ai pris le bus là. Pour obtenir de l'aide, faites le 0. Ouais maman, c'est moi. Est-ce que c'est possible que tu m'imprimes des feuilles? Tout simplement, si tu avais réussi à appeler la sécurité sociale, je t'ai envoyé en photo ma carte normalement. Est-ce qu'on aurait à la maison une attestation, genre de rupture de contrat avec EDF? Oui papa, est-ce que tu peux passer à la poste déposer une lettre en recommandé parce que je vais pas avoir le temps comme je travaille là toute la journée. Fin de vos messages. Arte. Je peux en même temps rester la deux personnes. Bon, tu raccroches. Radio. Quoi? Et bon, j'ai fini le message. Bisous.